Comme tu le sais, j'ai créé ce podcast il y a quelques mois afin de parler d'un sujet tabou, qui est l'après-carrière du sportif de haut niveau, mais également sur la santé mentale. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ce podcast, donc n'hésite pas à lui mettre 5 étoiles sur la plateforme que tu utilises. Aujourd'hui, on a un rendez-vous de l'autre côté de la planète, parce que moi je suis en Afrique. Et ça fait longtemps que je n'avais pas discuté avec lui. La dernière fois qu'on avait échangé, c'était pour un sujet malheureux dont on va parler aujourd'hui. Vous l'avez très certainement reconnu, puisqu'on l'a encouragé non seulement sur les parquets avec les tricolores, mais également sur les différents parquets de NBA. Il s'appelle Alexis Ajinça. Bonjour, merci de prendre le temps dans cet emploi du temps qui a l'air bien crazy. Bonjour, et merci de m'avoir invité. 2,18 m, c'est incroyable, mais ce qui est encore plus fou, c'est que finalement, à 9 ans, il me semble que tu mesurais déjà 1,82 m et que tu pratiquais une activité incroyable. Personne quasiment ne le sait puisque tu es vice-champion du monde de BMX, champion d'Europe également et champion de France. Tu es né à Saint-Étienne et j'imagine que c'est par là qu'a débuté cette histoire, cette aventure en BMX. Oui, tout à fait. C'est sur Saint-Étienne que tout a commencé pour moi au niveau BMX. Et j'ai surtout suivi ma sœur qui était championne du monde de BMX. Donc voilà, j'ai suivi ma sœur et mon frère qui sont plus âgés que moi, à peu près 10 ans et 8 ans d'écart avec moi. Donc j'ai suivi le petit frère qui les suivait et puis et a réussi à réussir dans ce sport aussi. Des enfants, puisque 2,18 m, j'imagine mal ton frère faire 2,20 m, sinon ça serait. Et tu t'es retrouvé dans cette fameuse team à l'INSEP, qui est vraiment l'antre, on va dire, pour le basket, puisque vous arrivez super jeunes, vous êtes les seuls quasiment mineurs. Bon, il y a les gymnastes aussi qui sont mineurs de l'autre côté, ouais. Mais quand on débarque à l'INSEP, j'imagine que c'est une aventure folle qui commence. D'autant que tu es, alors un petit peu plus jeune, tu es de 88, tu es plus jeune que la génération Parker, Boris Dio, Batum. Peut-être que Batum doit avoir ton âge, j'imagine. C'est la même génération. Ouais. Donc quand tu arrives à l'INSEP, j'imagine qu'ils sont encore là, tous ces grands-là. Et qu'ils commencent à se faire une place. Ils commencent à se faire un nom. Quand je suis arrivé, non, il y avait plus Tony. Il était déjà parti. Okay. Tony était déjà parti. Tony était déjà en NBA. Donc, lui, je crois que Tony est né en 81, moi en 88. Donc, il était déjà parti depuis peut-être 2-3 ans. Donc, ouais, non. Il fallait juste assumer ce qu'ils avaient déjà fait. Et arriver de 13-14 ans, c'est beaucoup de pression, on va dire. Mais c'est surtout que c'était complètement différent. On est arrivé dans une atmosphère qui est complètement différente des jeunes qui arrivent déjà à l'INSEP aujourd'hui, avec des installations complètement différentes. Nous, on était dans des installations un peu vieillottes et délabrées. Donc voilà, c'était une situation différente, mais on a tous bien apprécié ces moments de l'INSEP, que ce soit ma génération, les générations qui sont arrivées après. On est toujours potes et toujours très proches des camarades qu'on avait à ce moment-là. Mais l'adaptation niveau jeu, de passer de minime à joueur de National 1, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez assez extraordinaire. Et puis pouvoir assumer justement le jeu derrière, c'est pas facile. Je parlais justement de l'épisode, la dernière fois où on s'est parlé, c'était un épisode assez triste. On va justement en parler un peu maintenant, puisque c'était ton roommate, c'est-à-dire qu'il partageait ta chambre. Je parle de Ludovic Vati, qui nous a quittés il y a quelques mois, début septembre. Il a fait le choix il y a quelques années. Alors, il avait été détecté une maladie cardiaque qui avait mis un terme à sa carrière professionnelle. Il avait malgré tout décidé de continuer à jouer au basket d'un niveau qui n'était pas professionnel, mais quand même, il était très engagé dans sa pratique. J'imagine que ça a dû faire remonter beaucoup de souvenirs. Et puis, est-ce que tu t'es demandé pourquoi? Enfin, est-ce que la passion justifie d'aller jusque-là, selon toi? Alors, on va pas remettre ses choix en cause, parce que c'est ses choix et il a voulu continuer à jouer
on va respecter évidemment sa volonté, mais est-ce que toi, ta passion du basket aurait pu te porter jusque-là? Aller jusqu'au bout de l'extrême et te dire, quoi qu'il en coûte, je continuerai à jouer. C'est face à une décision difficile. Chaque personne est différente. Moi, je respecte énormément ses choix. Donc, ouais, j'ai pas vraiment grand-chose à dire là-dessus, mais après, Non, mais je parle ouais, de vraiment ta passion du basket. Est-ce que ta passion du basket aurait pu, est-ce que je jouerais coûte que coûte parce que moi j'aime tellement le basket fait partie de mon sang, je peux pas envisager une vie sans basket. Voilà, c'est là où je veux en venir, pas sur ses choix à lui évidemment. ouais, après, lui, voilà, il a été, enfin, c'est lui, c'est arrivé quand il était très jeune, donc on a dit, ouais, tu peux plus jouer à basket. Donc, moi, ma passion à ce moment-là, bah ouais, ouais, sûrement. Sûrement après, en vieillissant, en avoir une famille, tout ça, donc, non, pas forcément, j'avais pas forcément continué. Euh, bah bon, chaque personne est différente. Je comprends pourquoi il a continué. Ouais, tu comprends quand même pourquoi elle a continué. J'imagine que quand on a une passion aussi dévorante, c'est difficile de s'arrêter. Donc après l'INSEP, qu'est-ce qui se passe? Comment tu en arrives à jouer en NBA? Comment comment arrive la période NBA? Parce que tu fais pas mal Bah, d'allers-retours finalement entre la France et la NBA. j'ai pas entendu la question. Je te disais comment après l'INSEP, Ouais. comment arrivent les fameuses années NBA? Puisque tu joues 7 ans en NBA. Qu'est-ce qui se passe tout au long de ces années entre le moment où tu rentres à l'INSEP et le moment où tu fais des débuts en NBA? J'ai joué plus de 7 ans en NBA, j'ai joué 9 ans. Ouais, c'est pas grave. Ok, 9 ans. Désolé, j'ai dû louper j'ai loupé 2 ans. Bah, après l'INSEP, tu sais, après l'INSEP, c'était le niveau professionnel en France, où, bah voilà, que j'ai dû faire des exploits à droite à gauche pour me faire opérer, et puis, j'ai réussi à me faire opérer, et puis, me faire détecter pour aller jouer en NBA. Et, première fois que je jouais en NBA, ça a été un peu difficile d'essayer de s'adapter, puis au niveau du jeu, au niveau de la vie extérieure. Donc repartir après en France après ces 3 années. Et puis là justement, bah, je reviens à Strasbourg où ça se passe super bien et je me refais opérer et là je signe un contrat de 2 ans, puis une extension de 4 ans. Et là-dessus, bah, ça se passe super bien. Justement, j'ai un meilleur rôle, un peu plus de responsabilité en NBA et puis voilà, le rêve continue quoi. Bah, la santé mentale, le jour d'aujourd'hui, elle est importante au niveau de la NBA. Ils en prennent en compte. Euh, et puis voilà, ils ont des préparateurs physiques qui sont là, mais ils ont aussi des mental health guys qui sont là, justement, des gens qui sont des psychiatres ou des coachs mentaux qui sont justement là en place pour aider les joueurs à assimiler tout ce qui se passe dans leur vie, dans leur carrière, parce que voilà, on est des joueurs de haut niveau, certes, des athlètes de haut niveau, certes, mais on est quand même des personnes avant tout. Donc, on a tous nos problèmes dans la vie, que ce soit la vie quotidienne ou vie famille. Donc, on doit gérer ça et en même temps gérer la vie professionnelle de haut niveau. Et là-dessus, c'est vrai qu'on a vu ces dernières années qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont craqué mentalement. Donc, ils ont fait un accès, ils ont accentué ce travail là-dessus au niveau de la NBA. Donc, c'est très important, je trouve. Et voilà, tu n'es pas forcé de parler de certains sujets que tu ne veux pas parler. C'est vraiment, voilà, c'est ta propre décision, ta propre envie de pouvoir évoluer et de devoir travailler sur ton aspect mental. Euh, Sachant que pour moi, être professionnel, c'est 90% ou 80%, au moins 80% de mental. Le reste, après, c'est que le talent et le travail. Mais le mental, je trouve, c'est une grosse place dans notre sport, quoi. C'est quoi le plus difficile à vivre finalement en NBA? Le plus difficile à vivre pour moi, c'était justement bah, tous les matchs,
ce soit parce qu'on a des matchs, au moins 3-4 matchs dans une semaine, et en faisant tous les déplacements, tout ça. Donc ça, c'était difficile. Et puis aussi s'adapter à la vie, parce que voilà, c'est pas du tout la vie française. Où, je trouve que la vie française est un peu plus calme. Les États-Unis, ça peut, c'est un peu plus rapide, un peu, genre tout le monde s'occupe un peu trop des affaires des autres. Les États-Unis, c'est difficile. Mais après, voilà, c'est une fois qu'on est adapté, ça passe super. C'est vrai, tu as cette sensation que les gens s'occupent trop de la vie des autres, alors que vu de l'extérieur, vu la vue européenne, on a l'impression que chacun mind your business, tu vois. D'ailleurs, c'est l'expression le dit. Tu me diras, si elle existe, l'expression, c'est que certainement, ils doivent la répéter pour que chacun s'occupe de ses affaires. Mais, ça a été difficile pour toi à vivre. Ouais, c'était difficile. Après, moi, je suis arrivé ici, j'avais 20 ans. Et voilà, je suis arrivé ici tout seul. Donc, le niveau d'adaptation, c'était assez difficile pour moi. Être loin de la famille, être loin, pas vraiment parler très bien anglais. Et puis voilà, m'adapter à la culture, c'était difficile. Mais ouais, moi je trouve que, enfin ici, il y a beaucoup de gens qui sont in your business, tu vois. Mais chaque personne est différente, on le voit différemment. C'est marrant parce que tu dis que quand tu es arrivé aux États-Unis, tu parlais pas anglais, et aujourd'hui, dans ton français, il y a l'accent américain maintenant. Là, tu es complètement adapté. Là, là, tu es complètement, Bon, tu es à la maison. c'est ça, parce que je parle pas vraiment français tous les jours. Et puis voilà, enfin, là, à Washington, j'ai Bilal Koulibaly qui est à Washington aussi, donc des fois je lui parle. Mais sinon, je parle 99% du temps Tu leur parles en français? Ils parlent le français? il parle un petit peu, je Ils ont leur envie parle de temps en d'apprendre, ou temps. je sais que c'est pas toujours évident pour les enfants. Ils disent ah non, enfin les parents leur parlent en français, mais eux souvent ils veulent pas répondre en français en disant qu'ils sont pas assez bons. Est-ce que c'est aussi le cas pour toi? C'est exactement ça. Et, dans leur tête, c'est pourquoi je parlais français, tu vois. Et quand t'es jeune, tu sais, tu fais pas attention, mais après, quand tu vieillis, tu fais, ah, c'est vrai, j'ai fait le con. Donc, j'aurais dû parler français, mais bon, ils sont exactement pareils. Mais quand ils voient tes parents, j'imagine qu'ils essaient de parler français, ou ils essaient de, ou pas du tout. C'est pas tes parents qui s'adaptent et qui essaient de parler anglais du coup? Bah ouais, quand ma mère essaie de leur parler, c'est vrai qu'ils essayent, mais pas vraiment. Enfin, le plus petit, il a 6 ans, donc il essaye même pas. Et le plus âgé, il a 9 ans, donc il essaye de temps en temps, mais la plupart du temps, c'est What did she say? Qu'est-ce qu'elle a dit? Des vrais petits ricains. Pour revenir à ta carrière, donc tu y mets un terme, il me semble, en novembre 2021, de mémoire, et Ouais. tu es devenu coach assistant des Capital City Go-Go en 2023. Qu'est-ce qui s'est passé Ouais. entre ces 2 années? Bah, j'ai fait beaucoup de formations, j'ai essayé de me former, que ce soit dans les venture capital, euh, tu vois, pour essayer de trouver ce que je voulais faire. Donc, venture capital, c'est tout ce qui est business, comment trouver des bons deals, comment rejeter les autres deals, tout ça. Euh, et puis voilà, j'ai fait des trucs avec la Player Association de la NBA. Mhm. Et puis, Qu'est-ce que c'est? Pardon? On connaît pas forcément. En tout cas, moi, je sais pas ce que c'est. De quoi tu parles? Bah, c'est comme le syndicat des joueurs en France, Mhm. sauf que, bah, en fait, ici, c'est un syndicat des joueurs, mais en fait, ils nous donnent des formations, ils t'aident à justement à te former au niveau professionnel. Donc, donne des opportunités de venir comme des stages de 3 jours où tu peux être formé au niveau commentateur de match ou coach ou business et trucs comme ça. Et en fait, moi, j'ai fait la formation de commentateur où j'ai adoré et puis c'est ce que je voulais faire. Et puis j'ai fait la formation de coach aussi.
Mais c'était pendant la pandémie, donc je pouvais pas être en place face à face. Donc je l'ai fait via le Zoom. J'ai fait des formations avec la NFL aussi, le football américain, où je suis allé pendant 3-4 jours. Je suis allé justement à Washington faire une formation avec eux. Et puis voilà. Et puis Et qu'est-ce que tu as fait avec eux? j'ai Avec la fait NFL, qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu aurais voulu faire avec la NFL? NFL, c'était en fait, c'est sur le business. Donc c'était une formation du business. Donc c'était pas forcément de faire des trucs avec la NFL, mais c'était surtout pour apprendre le business, les opportunités business, des trucs comme ça. Donc je vais faire une formation là-dessus. Et puis voilà, ça s'est super bien passé. Mais, enfin, j'ai essayé de trouver ce que je voulais faire. Et donc voilà, en même temps, mes essais d'entrepreneur sur le côté aussi dans mes propres business. Et puis voilà, j'ai cette opportunité de coach et je me suis dit pourquoi pas la saisir. C'est un sujet dont on parle en NBA, de l'après-carrière, où ils s'en occupent pas du tout. Est-ce qu'ils considèrent que vous gagnez des sommes qui vous permettent d'investir, qui vous permettent de placer pour la suite, etc. Donc ils se disent, ok, c'est acquis, on s'en occupe pas. Ou est-ce qu'au contraire, ils se disent, ils arrêtent quand même relativement jeunes, ils ont une vie après, il faut qu'on s'en intéresse, pas pour un aspect financier, mais sur un aspect humain. Comment c'est vu l'après-carrière par la NBA? Non, la NBA, en fait, c'est chacun pour soi après. Ouais, ils en ont rien à faire. Ils te forment pas. C'est vraiment, ça c'est un accent que le syndicat des joueurs NBA, là, ils ont mis en place pour justement aider les joueurs après carrière. Mais c'est pareil, en fait, ils te forment, ils font des formations, mais en fait, par des opportunités, en fait, c'est toi qu'il faut que tu chercher des propres opportunités, essayer d'appeler des gens à droite à gauche. Voilà, ils t'aident pas vraiment là-dessus, quoi. Donc, t'es vraiment amené à toi tout seul, à ton après-carrière, essayer de trouver du job ou de faire quelque chose, d'investir dans les bons plans à droite à gauche, quoi. Le syndicat dont tu parles, c'est toi qui décides d'en faire partie? Comment ça se passe? Ouais, en fait, pendant qu'on joue, on, on décide ou pas de faire partie du syndicat, mais la plupart tous les joueurs font partie du syndicat. Ok. En fait, on leur verse, on leur verse une partie de notre paye directement au syndicat. Et puis voilà, ils sont là pendant toute notre carrière et même après carrière. En 2021, tu décides tout de suite de partir sur un après-carrière. Qu'est-ce que tu fais concrètement? Qu'est-ce qui se passe le jour où tu décides, puisqu'il y a une date précise, je crois c'est le 26 novembre 2021 ou un truc comme ça, où tu annonces officiellement c'est fini, ma carrière est terminée. Le 27 novembre, qu'est-ce qui se passe? Tu te dis à partir de maintenant, je vais dormir jusqu'à midi, je suis pisse, je vais investir et puis ça va être cool. Comment tu vis les premiers jours? Après carrière, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a, il y a beaucoup de questions. Qu'est-ce que tu vas faire après? Qu'est-ce que tu vas essayer de dire à la famille, que sont tes projets, tout ça. Mais il y a beaucoup de stress. Il y a de la déception. Il y a de la dépression. Il y a vraiment de tout, quoi. Et c'est difficile à passer à autre chose. Parce que voilà, c'est quelque chose on a vécu toute notre vie. C'est quelque chose qu'on adore. C'est quelque chose qu'on ne veut pas arrêter, mais que forcément, que des fois on choisit pas vraiment ce qu'on veut faire. Et puis voilà, quoi. Donc c'est des décisions difficiles, mais c'est difficile à savoir ce qu'on veut faire en fait en après-carrière. Donc C'est marrant, moi tu quand dis je que tu vois as eu la pression de la famille. La pression de lui dire ce que tu allais faire après, c'est vraiment une attente. Ils sont là, ils se disent bon bah ok, c'est fini. Qu'est-ce que tu fais après? Et ça, tu as vécu ça comme une pression. bah ouais, parce que c'est moi qui les nourrissais, hein. C'est moi qui faisais tout, quoi. C'est moi qui payais tous les loyers, c'est moi qui faisais tout, quoi. Donc une fois que la carrière s'arrête,
voilà, il faut trouver quelque chose, quoi. Même si on est bien financièrement, mais il faut quand même trouver quelque chose pour justement ne pas te perdre. Et ça, c'est une situation qui est difficile à vivre, à savoir quoi faire juste après carrière. C'est difficile à assumer. Tu parlais de déception. En quoi ça a été une déception, ton après-carrière? Bah, c'était déception parce que je voulais pas arrêter. Je voulais pas arrêter, surtout pas de cette façon-là. Comment tu Mais t'arrêtes? bah, je m'arrête par rapport à euh, où ma situation s'était mal passée avec l'Asvel. Puis voilà quoi, j'ai dit ça m'a vraiment dégoûté du basket parce que justement, bah, je me suis rendu compte qu'en fait même que si j'avais des potes dans l'équipe et tout ça, qu'en fait j'étais tout seul et que voilà que voilà c'était difficile à vivre, c'était difficile à vivre et vu que j'étais loin de mes enfants, j'étais loin de ma famille, vu qu'ils étaient encore aux États-Unis, qu'ils étaient à l'école, donc ils pouvaient pas venir, que ce soit en France ou autre. Et en fait, bah, j'étais déçu parce que, bah, en fait, dans ma tête, c'était pas possible pour moi de vivre sans eux, sans mes enfants, et d'être super loin, ne pas pouvoir les voir quand je voulais. Donc voilà, dans ma tête, c'était fini quoi. Je pouvais pas faire ça sans eux quoi. Tu parles de dépression aussi. Euh, Tu considères que tu as eu un épisode de dépression? Bien sûr, bien sûr, j'en ai eu. Mais je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont passés par là, mais personne qui n'en parle. Euh, Parce que voilà, la seule chose qu'on a connue toute notre vie, la plupart de notre vie, c'est le basket. Que le niveau professionnel, tu sais, la camaraderie, tout ça qu'on a dans les vestiaires, les potes qu'on a, tout ça, d'un coup tout s'arrête. Certes, tu les vois de temps en temps, tu les appelles de temps en temps, mais c'est pas pareil quoi. Donc c'est difficile à accepter que le fait bah, que voilà, ça y est, c'est fini. T'es plus sur le terrain, t'as plus cette sensation d'être sur le terrain, t'as plus tout ce qui va avec le jeu, la notoriété, tout ça, puis le même salaire. Donc c'est sûr que c'est différent à accepter. Et puis voilà, faut passer à autre chose. Et une fois qu'on a accepté tout ça et qu'on arrive à passer à autre chose, bah, la dépression elle part quoi. Justement, comment t'es passé à autre chose? Comment t'as fait pour accepter que tout ça était derrière toi et qu'il fallait que tu passes à autre chose? Est-ce que tu t'es fait accompagner? Est-ce que tu en as parlé à quelqu'un? Est-ce que tu as senti que tu en avais besoin de parler à quelqu'un? Oui, moi j'en ai parlé à quelqu'un. J'ai parlé avec un, un coach mental où justement bah, j'ai des séances tout ça. Et donc moi dans ma vie professionnelle, il y a beaucoup de choses qui sont passées, beaucoup de choses qui sont arrivées et beaucoup de décès qui ont été importants dans ma vie, dont celui de Ludo aussi, de Livati. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont passées qui ont été difficiles à accepter. Et puis voilà quoi. Donc une fois que j'ai réussi à passer le cap et pouvoir accepter le fait que voilà il y ait des décès et puis pouvoir passer à autre chose, bah voilà ça a été beaucoup mieux pour moi quoi. Tu es marié à une femme magnifique, on ne peut pas dire le contraire. Je me souviens encore, il me semble que tu jouais à Strasbourg quand tu l'as demandé en mariage, non? De mémoire, j'aurais dit que She Said Yes, c'était quand tu étais à Strasbourg et qu'elle n'était pas venue te voir. Et Si tu si l'as elle était demandé. avec moi, elle était avec moi, elle vivait avec moi à Strasbourg. Ah, elle vivait avec toi à Ouais. Strasbourg. Oh, ben, je pensais qu'elle était venue quelques jours te voir. Enfin, moi, j'avais vu que la photo, je sais yes, etc. Et c'est magnifique. Donc, ça fait de nombreuses années que vous êtes mariés. Elle est née de magnifiques Ouais. petits garçons. C'est une entrepreneur à succès, si je comprends bien, puisqu'elle elle organise des événements. Et d'ailleurs, elle est même C'est dans ça. une émission de télé, hein, c'est ça, avec Gordon Ramsay, je sais plus Ouais, quoi. elle a fait des apparitions avec Gordon Ramsay, euh, mais elle est plus à la télé maintenant, donc elle est juste dans son taf à elle-même. Est-ce que ça a été
parce que la famille aussi, finalement, ils imaginent la vie d'après-carrière du sportif. Ils imaginent tous les déplacements que tu as dû faire, le fait que tu ailles vivre en Europe, que tu reviennes, etc. Ils se disent, enfin, quand la carrière va se terminer, la vie va changer, je vais l'avoir que pour moi, toute seule, enfin, il va être à la maison. Est-ce que qu'est-ce que ça a changé pour vous, le fait que tu arrêtes ta carrière? Est-ce que ça a été une phase compliquée? Est-ce qu'il a fallu se réadapter à une nouvelle vie ensemble? Ouais, ça a été une phase un peu compliquée. Euh, mais, euh, mais bon, on a réussi à passer à autre chose et puis justement, bah, à se déléguer les tâches. Elle, ouais, te déléguer les tâches. Ça veut dire qu'avant, il y avait beaucoup de choses qui reposaient sur elle et que maintenant, il a fallu réharmoniser tout ça. Ça s'est passé comment? Par des discussions en disant, est-ce qu'elle a exprimé clairement, moi, je pensais que ça allait se passer comme ça, mais en fait, finalement, non. Comment, sans rentrer dans les détails, c'est pas ça, mais comment techniquement vous vous êtes retrouvés? Est-ce qu'à un moment, vous avez posé les bases de, voilà, moi, ce que j'attendais, voilà ce que je pensais, et toi, tu as exprimé de ton côté également? Ouais, ouais, enfin, c'est exactement ce qu'on a fait, quoi. On a posé les bases, on s'est parlé, et puis, et on essaie justement de se comprendre sur ce qui était demandé, et puis pouvoir l'accepter, et puis justement s'entraider quoi sur la vie de tous les jours. Dans ton métier de coach aujourd'hui, j'imagine que tu es resté proche du basket. Ça a toujours été une volonté de rester proche du basket ou à un moment tu t'es dit si je fais autre chose, c'est pas grave, je vais pouvoir rebondir ou c'était pas du tout envisageable de faire autre chose dans ton après-carrière? Non, enfin moi je voulais absolument faire quelque chose de différent. Je voulais pas rester dans le basket parce que je me suis dit que voilà, si je reste dans le basket, ça veut dire que je vais sûrement être en déplacement, je vais sûrement ne pas pouvoir voir la famille autant que je voulais les voir. Et puis voilà, je me suis dit bah, que j'aurais pu être un bon coach parce que voilà, je sais comment parler aux joueurs, je sais parler aux jeunes, euh, je sais comment coacher quoi. Je sais ce qui est un bon coach, un mauvais coach et le système. Donc je sais vraiment, je connais vraiment mon sport, on va dire ça. Et puis voilà quoi. Donc c'était pas forcément quelque chose que je voulais faire. Je me suis toujours dit voilà, coach, ça sera toujours là. Et donc je voulais tout essayer avant. Et j'ai essayé pas mal de choses. Et puis c'est vrai que bah j'ai eu cette opportunité de coach. Donc j'ai passé l'interview, tout ça, ça s'est super bien passé. Et une semaine après, j'avais le job quoi. Donc je me suis dit bah on y va quoi. On y va et puis voilà. Donc j'ai bien fait parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore. Ça se passe super bien et puis voilà, les joueurs adorent mon point de vue. Entre la carrière de coach et la carrière de basketteur, quelle est la différence? En fait, je vois tout ce qui se passe derrière les coulisses. Tu vois, donc ce qui se dit sur certaines situations, tout ça. Donc en fait, ça m'a vraiment ouvert aussi l'esprit sur ma carrière, sur ce qui s'est passé dans ma carrière, pourquoi certaines décisions ont été prises niveau coach. On se rend compte qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent qui sont déjà prédéterminées, quoi qu'il arrive, ce qu'on fasse sur le terrain, quoi. Et euh, et euh, et puis voilà quoi, c'est le jeu. Je préfère jouer. En tout cas, je préfère jouer. C'est sûr. Mais coach, c'est vraiment quelque chose assez cool à faire. Donc, parce qu'en plus là, dans ma situation, tu vois, je suis amené des fois à jouer du 5-5 avec les joueurs parce ils ont besoin d'un extra joueur parce qu'on n'a pas, des fois on n'a pas assez de joueurs. Donc voilà, ça me permet de jouer encore, ça me permet de leur dunker dessus quand je veux, et ça fait plaisir, quoi. Justement, un petit point sur ta carrière. Si tu devais faire un bilan de ta carrière, qu'est-ce que tu en dirais? Moi, je suis fier de ma carrière. Donc, je pense qu'il faut toujours être fier de sa carrière.
Faut pas oublier que je pars de Saint-Étienne, où il y avait personne qui sortait de Saint-Étienne. Il y a 400 000 habitants, il y a aucun joueur qui avait réussi à aller au niveau européen, et puis après, l'équipe de France et tout ça, et puis surtout, niveau NBA. Donc, je suis très fier de pouvoir représenter ma ville et ma région. D'avoir pu pousser le numéro 42 jusqu'au plus haut des niveaux. Donc, ça fait très plaisir. Donc, je suis très fier de ma carrière. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, ouais, il n'avait pas eu la carrière qu'on aurait voulu qu'il fasse. Au final, j'ai vécu ma carrière comme moi je voulais la vivre, et je suis très content là-dessus. Tu as eu beaucoup de retours comme ça, des gens qui sont venus te voir, qui ont osé, je dis bien osé parce que finalement c'est pas leur vie, sont venus te voir pour te parler de ce que tu aurais dû faire, ce qu'il aurait fallu, les choix qu'il aurait fallu faire. Il y a des gens qui osent comme ça venir te voir pour te dire. Me voir face à face, non, parce qu'ils n'ont pas le courage, mais c'est surtout niveau réseaux sociaux, que ce soit les journalistes ou aux réseaux sociaux. Non, en fait, il y a beaucoup d'années où j'ai pas parlé aux journalistes parce que justement, peu importe ce que je disais était retourné contre moi, et donc j'ai pas voulu, je donnais plus mon numéro aux journalistes, je faisais plus d'interviews, et à chaque fois qu'on me faisait des interviews, je disais non, je suis pas disponible parce que justement, j'en avais marre, quoi. Donc et puis oui, donc sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui ont dit ouais, je suis parti trop tôt, et, euh, et puis voilà, mes choix de repartir après un billet, alors que voilà, je faisais partie des meilleurs scoreurs Euroleague à ce moment-là où je suis reparti. Et puis voilà, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris pourquoi, alors que voilà, moi, ma vie et mon rêve, ça a toujours été les États-Unis, la NBA, donc si j'avais l'opportunité, pour moi, c'est pas photo, quoi. Gilbert Arenas, qui est un ancien Wizards qu'on a surnommé Agent Zéro pendant un moment, Ouais. il a dit sur son après-carrière que c'était difficile à vivre pour lui, à tel point que pour aller d'un point A à un point B, il prenait les chemins les plus longs et il y allait aux heures les plus busy, tu vois, où il prenait exprès les embouteillages, etc., pour tuer le temps. Est-ce que c'est des trucs que je dis pas que tu as pu faire, mais que tu aurais pu faire, on va dire? Pour tuer le temps, ouais. Le temps, Là, si ça tu veux, là, pèse. je vis à 40 minutes de la salle d'entraînement. Donc, je pars 1 heure en avance pour arriver quand on a des entraînements à 11 heures, donc on a rendez-vous, nous, les coachs, 1 heure, 1 heure et demie avant l'entraînement pour planifier l'entraînement. Je pars déjà 1 heure avant cette heure de rendez-vous. Donc, et c'était plus mon choix, quoi. Parce que je suis plus tranquille. Et puis, j'ai tout mon temps, justement, pour écouter, ma musique ou autre. Et, c'est pas vraiment tuer le temps, c'est plutôt, genre, me préparer mentalement pour avoir, pour essayer d'avoir ce peps que j'ai, tous les jours. Mais, après, voilà, je comprends exactement ce qu'il veut dire. Parce que lui, il parlait vraiment du fait de ne rien avoir à faire de ses journées. Et après sa carrière, a priori, il savait lui pas quoi faire, donc il n'a pas pris le temps je sais pas, contacter le syndicat des joueurs. Je sais pas où il en est aujourd'hui, mais je sais que c'est quelque chose qui l'avait vraiment marqué à tel point que il tuait le temps par tous les moyens, dont celui-là. D'ailleurs, il a sorti il y a quelques heures là, il est sorti dans les médias où il parle du fait qu'il y ait trop d'Européens en NBA. J'imagine que ça, c'est des phrases qui peuvent te faire sauter. Mais qui me fait sauter, non, mais son point de vue sur les Européens, je trouve ça drôle. Je trouve ça drôle Drôle, parce que carrément. voilà, bah ouais, parce que voilà, on voit que justement les Européens sont en train de dominer la NBA. Donc le fait de dire qu'il y a trop d'Européens, c'est drôle. Ça veut dire que bah voilà quoi, on est présent, quoi. On est présent, et puis surtout bah quand on fait parler de nous-mêmes sur le terrain, et que ça pose problème. Donc si ça pose problème, c'est dire qu'on fait quelque chose de bien. C'est-à-dire qu'on bouge les lignes, nous les Européens. Petit Européen dans le pays de l'oncle Sam. La suite pour C'est toi, exactement maintenant ça. que tu es en train de... tu as trouvé ta voie, tu penses, en tant que coach? Ouais, je pense. Ouais.
Je pense que c'est ma voie et c'est quelque chose que j'aimerais bien pouvoir continuer justement au plus haut des niveaux. C'est par l'après-carrière et forcément tous les sportifs connaîtront ce passage qui est pas toujours évident à négocier. Qu'est-ce que tu aurais voulu savoir avant de t'arrêter? Euh, J'aurais voulu savoir ce que je voulais faire avant d'avoir arrêté. Parce que la transition était un peu beaucoup plus rapide qu'elle n'a été. Et qu'est-ce que tu voudrais dire à ceux qui vont s'arrêter? Que ce soit en début de carrière ou au milieu de carrière, commencer déjà à travailler sur son après-carrière. Euh, que ce soit continuer, enfin commencer déjà à faire que ce soit des investissements en début de carrière, au milieu de carrière, c'est vraiment continuer à travailler sur son après-carrière pour justement qu'il n'y ait pas de cette transition, qu'il n'y ait pas de questions, et que tu sois prêt pour toi-même, sois prêt pour ta famille et pour ton futur. Est-ce que le fait de préparer son après-carrière professionnellement, pour toi, uniquement professionnellement, c'est suffisant? Est-ce que ça règle tous les problèmes? Ça réglera jamais tous les problèmes parce que chaque problème est différent, chaque personne est différente, donc après carrière, il peut arriver des problèmes que certaines qui n'ont pas eu, d'autres ils ont d'autres problèmes que d'autres n'ont pas eu. Donc c'est difficile de pouvoir tout planifier, mais c'est sûr que ça pourra aider justement à avoir moins de problèmes si on peut planifier en avance. Ok. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant? Que du bonheur, que du bonheur et de la. Du bonheur et de la santé. Très bien. Bien, écoute, merci Alexis. C'est ce qu'on va te souhaiter. Du bonheur, de la santé. De gros bisous à ta femme, Courtenay, à tes petits garçons qui ont l'air bien charmants et bien espiègles. Je sais pas pourquoi, mais sur les photos, à chaque fois, je me dis que ça a l'air d'être bien vivant à la maison. Et prends soin de toi. Je vais essayer de suivre du coup ton parcours en tant que coach dans ta nouvelle vie. Et puis, que du Merci. bonheur. Merci, chers auditeurs, d'avoir écouté ce podcast en notre compagnie. Hein. Tu le sais, évidemment, toutes les anecdotes, tu peux les retrouver sur YouTube, tu peux les retrouver sur toutes les plateformes que tu utilises. Et sache que si tu veux me contacter, eh bien ça se passe sur les réseaux sociaux, mais également sur mon mail, contact@vanessagladon.com. Si ce podcast te plaît, je te rappelle, mets 5 étoiles sur la plateforme que tu utilises et n'oublie pas de partager à ceux à qui il pourrait plaire. La vie est un sport incroyable. Alors on se bat jusqu'au bout, jusqu'au gong, jusqu'au sifflet final, jusqu'à la ligne d'arrivée. Et abonne-toi pour ne rien manquer. À bientôt.